Bonjour, bienvenue à ce panel. Mon nom est Guillaume Métier, je suis professeur en études urbaines à l'UQAM. Alors, l'UQAM et l'Université Concordia, les deux plus grandes écoles de beaux-arts au Québec, occupent une place prépondérante en tant que leader culturel à Montréal et au Canada. Cette année marque le début de leur partenariat avec la Foire Papier, une collaboration qu'ils souhaitent poursuivre comme moyen de diffusion et de connexion avec leurs anciens élèves et le public. C'est également une plateforme où l'on discute de questions critiques et urgentes affectant les artistes contemporains dans la ville. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Contribuer à la croissance des arts et de la culture au niveau national et international est un rôle crucial des facultés des beaux-arts. Chaque année, grâce à l'octroi de la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain, l'Université du Québec à Montréal et l'Université Concordia récompensent deux étudiants diplômés pour leur pratique artistique émergente exceptionnelle. Cette bourse est unique par l'étendue du soutien à la professionnalisation qu'elle offre. Il s'agit de l'un des plus grands prix d'art décernés aux artistes émergents au Canada. Donc, pour en savoir plus sur les lauréats, vous pouvez visiter le kiosque de la bourse Claudine et Stephen Bronfman ou le site boursebronfman.com. Voilà. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une discussion sur les enjeux d'atelier dans la ville, les enjeux d'atelier d'artistes. Tout ça, évidemment, s'inscrit dans un contexte assez large. On a depuis plus ou moins la fin des années 60, des années 70, ces espèces de séquences-là où on voit dans les quartiers des transformations, transformations dans lesquelles les artistes sont souvent jouent le rôle de pionniers jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer, seront intéressés, par exemple, à occuper des espaces industriels, manufactures, etc. Et donc, on se retrouve toujours avec cette séquence-là qui semble s'intensifier aujourd'hui, où de pionniers, finalement, les artistes qui contribuent à la transformation, éventuellement, donc à l'amélioration, la régénération ou même requalification des quartiers, sont ceux aussi qui sont repoussés à la marge une fois que ce quartier-là est rendu donc gentrifié, une fois que les loyers sont plus élevés, etc. Donc, on a cette espèce de bloc-là qui existe depuis un temps, mais qui semble même s'intensifier depuis quelques années. Donc, on a vu ça à Griffintown, Hochelaga, dans le Maryland, aussi dans le Mirelex, où ça se fait même assez rapidement là, depuis très peu d'années, avec l'arrivée de la super grappe d'innovation en intelligence artificielle, et où on voit donc qu'en l'espace de quelques années seulement, on a tout un ensemble d'édifices industriels ou semi-industriels, dont on ne connaît pas nécessairement le destin ou qui sont en train de se fermer dès aujourd'hui, ou enfin dont on change les locataires déjà. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, mes invités comme panélistes, on a donc 4 personnes. Je vous les présente brièvement, puis je vais ensuite leur laisser la parole pour qu'ils nous donnent l'occasion de se présenter un peu plus eux-mêmes, notamment en lien avec la thématique qui nous réunit. Alors, on a d'abord Morija Kitenge Banza, qui est le président du regroupement des artistes en art visuel du Québec. Bonjour, bienvenue parmi nous. On a ensuite donc Karine Schutt-Kimpton, qui est directrice générale de nos ateliers. Bonjour, merci d'être ici. On a également Jason Cantoro, qui est président de nos ateliers, qui est également artiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et on a finalement Marie-Josée Parent, qui est conseillère associée à la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors peut-être, bonjour, bienvenue parmi nous. Peut-être en suivant un peu le même ordre. Donc, vous pourrez prendre un moment pour vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites et pourquoi on est réunis aujourd'hui autour de cette question-ci. Merci pour la parole. En fait, moi, je suis artiste. Enfin, je suis d'abord, comme j'aime dire, artiste en art visuel. Après, je suis président du conseil d'administration du RAV. Et ça fait maintenant 9 ans que je vis à Montréal. Donc, je travaille aussi au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je fais partie du conseil d'administration de Culture Montréal.
et également membre de différents jurys de pairs au Conseil des arts de Montréal et au Conseil des arts du Canada. Donc, je suis représenté par la Galerie Hugues Charbonneau. Donc, je suis un artiste montréalais qui vit ici. Mais à la différence de beaucoup d'artistes, même si je suis dans ce panel qui parle tout simplement des ateliers d'artistes, j'ai fait le choix d'avoir un atelier chez moi à la maison. Donc, c'est plus pratique pour moi parce que je peux travailler tard. Et comme il fait très froid et que je suis très frileux, je sais que l'hiver, j'aurai de la difficulté à sortir, à me rendre à mon atelier. Parce que mon atelier ici, chez moi à la maison, ben, c'est un peu comme en même temps un studio de musique et de vidéo parce que je fais de la vidéo et de la musique. Donc, j'ai fait ce choix-là particulier par rapport à mes besoins de garder l'atelier à la maison. Mais je suis aussi dans le panel parce que même si moi, personnellement, j'ai un atelier dans la maison, chez moi à la maison, en fait, je suis intéressé à voir comment est-ce que la ville, tout justement, avec les différentes problématiques qui existent pour les artistes, gère au fait ces questions d'atelier d'artistes. Parce que vous allez vous dire pourquoi, mais c'est parce qu'au fait, après mes études en école des beaux-arts, j'ai fait des études en développement et politique culturelle des villes. Donc, du coup, tout ce qui est politique culturelle de ville m'a toujours intéressé. Donc, c'est comme ça que je garde toujours un œil à ça et essayer de comprendre. Et puis, comme je suis au RAV, évidemment, je dois aussi essayer de garder un œil pour comprendre. Ça m'a pris du temps pour comprendre toute la mécanisme montréalaise, mais bon, ben petit à petit, je commence un peu à voir. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour moi. Parfait, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéressera peut-être en particulier à la spécificité montréalaise. On verra aussi dans quelle mesure tout ça peut s'inscrire dans quelque chose de plus vaste. Peut-être maintenant, donc, Karine Schutt-Kimpton. Bonjour, je m'appelle Karine Schutt-Kimpton, je suis la directrice générale de Nos Ateliers. Nos Ateliers, c'est un OBNL qui a pour but de pérenniser les ateliers d'artistes, principalement depuis janvier 2019. C'est un OBNL qui s'est formé en octobre 2018 de par l'annonce de la vente du 305 Bellechasse dans lequel nos bureaux étaient. Puis par la suite, on a eu un mandat du ministère de la Culture pour proposer des nouveaux modèles de pérennisation des ateliers sur le territoire montréalais. Donc depuis un an, on travaille à ça, puis on participe avec la ville et différents panels à discuter de la situation sur le terrain au centre de la vie des artistes. Très bien. Merci beaucoup. Je me présente, Jason Cantoro. Je suis un artiste en art visuel d'origine montréalaise. Et comme l'a dit Karine, on a fondé l'organisme Nos Ateliers en 2018 au suite la vente du 305. Donc, moi, à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de m'inclure dans cette situation-là de par ma position un petit peu particulière, puisque à l'origine, en 2004, j'étais dans le regroupement qui s'appelait Sauvons l'usine pour l'usine Grover, puisque mon atelier à ce moment-là était dans l'usine Grover, qui était vendue et qui voulait se faire transformer évidemment en condo. Donc, je m'étais inclus dans cette lutte-là. Et ensuite, on a déménagé l'atelier. J'étais avec, à ce moment-là, Alice Jarry, qui était ma collègue et partenaire dans l'atelier. On a déménagé l'atelier et on est allé dans le complexe de Gaspé, là, connu maintenant sous le nom de complexe de Gaspé, mais en fait, c'est le 54-55, 54-45 de Gaspé à Montréal. Et encore une fois, on a formé un comité pour sauver cet endroit-là et on a fait beaucoup de bruit dans les médias. Et au suite de ça, on connaît un peu l'histoire de tout ça par rapport aux taxes montréalaises qui sont venues rattraper le projet et qui ont mis le projet un peu, on dirait, en branle. Qui ont mis le projet un peu plus en problème, en situation de problème. Et on a déménagé au 305 Bellechasse et le même problème est survenu encore une fois. Donc là, on s'est demandé, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour pérenniser les lieux de création dans les quartiers centres de la ville, mais aussi, est-ce qu'il y a surtout moyen de le faire de façon positive
et de le faire en s'incluant et en parlant avec les gens qui sont en charge un peu des, de la possession de ces buildings-là et de la création des lois qui vont entourer un peu la pérennisation. Donc, on est un organisme qui se veut comme étant positif et inclusif beaucoup aussi. Donc, c'est pas mal ça mon pedigree par rapport à la position des ateliers à Montréal. J'avais une expérience assez particulière du fait que j'ai dû bouger mon atelier 2 fois. Et je viens récemment de bouger pour une autre fois encore mon atelier suite à ça, parce que en fait, tout le monde a été chassé du 305 Bellechasse, là, juste pour mettre un peu en contexte la situation actuelle. Oui, c'est ça. J'allais poser la question parce que j'essaie de suivre un peu les aléas. Je me demandais où ça en était exactement. Alors, là, c'est terminé. Ben oui, c'est terminé. En OK. fait, c'est un peu surréel en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau de la pandémie. Mais oui, c'est ça. Donc, finalement, tout le monde est en train de sortir du bâtiment. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce bâtiment-là, mais on a été évacués. Très bien. OK. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez évoqué, déjà, il y a une multitude d'acteurs impliqués dans ce type de dynamique-là. On a quelqu'un de la Ville de Montréal avec nous, Marie-Josée Parent. Donc, si vous pouvez, à votre tour, vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Marie-Josée Parent. Je suis donc, comme ça a été dit un peu plus tôt, conseillère associée au dossier de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal. J'ai été élue en 2017, nommée au comité exécutif au mois d'août 2018. Et je me suis vue confier le dossier des ateliers d'artistes, en fait, qu'on a construit, qu'on a remis sur la table à l'automne 2018, au moment où, comment dire, la crise, j'ai pas envie de dire réapparaissait parce qu'elle a toujours été présente, mais disons, refaisait surface de façon plus criante, et où j'ai vu des collègues artistes se retrouver dans une situation, encore une fois, extrêmement périlleuse. Et donc, on a travaillé ensemble avec le cabinet de la mairesse et le comité exécutif à faire en sorte que les ateliers d'artistes redeviennent une grande priorité de l'administration montréalaise. Et donc, je travaille depuis sur ce dossier. C'est un de mes dossiers principaux au comité exécutif. J'ai d'ailleurs travaillé, entre autres, avec Jason et avec Karine. Bonjour. Contente de vous voir. Sur les meilleures façons de faire avancer une boîte à outils qui serait, complétée par de l'aide financière parce que c'est absolument nécessaire, mais aussi avec d'autres outils qui nous permettraient d'agir en amont face à cette situation problématique des ateliers d'artistes à Montréal et dans les grandes villes en général à travers le monde. OK. Très bien. Merci. On viendra rapidement à cette question-là des outils ou enfin des voies de solution parce que ça semble absolument fondamental. J'aimerais peut-être qu'on prenne un pas de recul avant de commencer, faire un peu un tour de l'état de la situation en ce moment, si on parle de crise des ateliers. Peut-être aussi rappeler un peu l'importance des ateliers dans la vie des artistes ou des ateliers, notamment à l'extérieur de la maison. Peut-être commencer par Maurigia, peut-être nous témoigner un peu s'il y a des choses qui vous ont été rapportées sur ce plan-là à la RAV, sur l'état de la crise actuelle des ateliers d'artistes. En fait, je dirais en fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été rapportées au RAV, mais l'état actuel, c'est que d'abord, je sais que la ville a mis en place une bourse pour tout justement aider. Dernièrement, il y a quelque chose qui a été fait, il y a des choses qui sont faites. Mais c'est vrai que l'état actuel en général, beaucoup d'artistes se plaignent tout justement de la difficulté à pouvoir, ça on le sait, c'est pas quelque chose de nouveau, à pouvoir rester à un endroit, comme tu l'as dit au début, au fait, parce qu'ils vont revitaliser un quartier et on connaît le système, cette problématique de gentrification qui va arriver. Et finalement, il n'y a pas de politique claire et nette qui sont mises en place, ces artistes vont être mis à l'extérieur. Donc, ils vont toujours, d'année en année, bouger, se déplacer. Et ça, ce sont ceux qu'on a eu beaucoup comme demande auprès en fait, du RAV, de nos membres qui sont affiliés au fait au RAV.
avec notre nouveau directeur, au fait, qui a essayé d'engager des discussions avec la ville. C'est comme ça que je voulais quand même souligner que la ville actuellement a essayé tout simplement avec le programme de subvention qui a été mis en place par la mairesse, avec le Conseil des arts de Montréal pour soutenir au niveau de la location des ateliers. Commence un peu à penser, mais ce n'est pas encore ça. Ma question, en fait, c'était, on a eu cette discussion au RAV par rapport à toutes ces demandes et à toutes, je ne dirais pas plaintes, mais par rapport à toutes les rapports qu'on a eu avec certains artistes qui viennent tout simplement nous parler de la difficulté d'avoir un atelier d'artiste. Ma question, c'était de dire, les subventions, elles sont intéressantes et on en a parlé au RAV beaucoup ensemble, au fait de savoir que c'est intéressant, mais pourquoi la ville, tout justement avec cette question de taxes d'atelier, ne mettre pas en place une politique qui favoriserait tout justement la diminution des taxes? Parce que ça serait plus simple tout justement d'avoir une diminution de taxes pour les ateliers d'artistes que de sortir de l'argent pour des subventions. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais en tout cas, en ce moment, au RAV, nous, on réfléchit aussi à ce qu'on pourrait conseiller et en allant voir aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde. Moi, j'ai vécu, peut-être que je veux répéter ça un peu plus longtemps ici durant la rencontre. Moi, j'ai vécu un peu plus longtemps en France avant de venir ici, où d'autres collectifs, au fait aussi d'artistes, un peu comme nos ateliers, existent tout justement pour… je suis allé revoir tout justement ces amis, ces collectifs, pour voir qu'est-ce qui a été fait depuis le changement du maire. Je pense qu'il y a il y a des choses qui sont faites, il y a beaucoup à faire, mais je pense que ça prend une vraie volonté politique de vraiment asseoir quelque chose qui est clair et net pour Montréal par rapport aux ateliers d'artistes. Peut-être que je peux prendre la parole. Je me sens interpellée. Bien sûr. Alors, c'est sûr que notre vision de la situation, elle implique les taxes foncières. Ça fait partie des réflexions qu'on a, ça fait partie des conversations qu'on a eues, qu'on a depuis un moment. Ceci dit, il faut que ce soit une vision beaucoup plus globale dans laquelle il y a des outils réglementaires qui protègent les ateliers d'artistes, dans lesquels il y a des soutiens financiers aussi pour des situations où il n'est pas juste question de taxes foncières, où l'augmentation du loyer est au-delà de l'augmentation des taxes foncières. Il faut qu'on ait différents outils pour répondre à une multiplicité de situations, étant donné aussi les enjeux de gentrification qu'on ne contrôle pas à 100%. On est d'accord, il y a aussi de la spéculation immobilière, des propriétés privées qui se revendent, qui gagnent en valeur. Et la ville a un contrôle assez limité sur cette réalité-là. Donc, il y a la possibilité, par exemple, de construire des ateliers en ce moment qui avaient été mises de côté lorsque le programme de soutien aux ateliers d'artistes s'est arrêté. C'est un programme sur lequel on travaille et qui devrait être annoncé assez rapidement. Là. On a travaillé très, très fort avec le ministère de la Culture, avec le milieu, pour relancer ce programme qui va permettre de démultiplier les ateliers d'artistes. Et ça aussi, c'est un enjeu. C'est qu'on a besoin d'avoir davantage d'espaces qui sont protégés, qui sont réglementés comme étant ateliers d'artistes, d'avoir des pourcentages d'espaces qui sont réservés aux ateliers pour pouvoir protéger ces espaces-là et qu'ils ne puissent pas être transformés en autre chose qu'en ateliers d'artistes. Donc, il y a cette réalité-là. Après, pour la question des taxes foncières, ce qu'on est en train de faire, c'est une évaluation de l'impact de travailler cette question-là, de créer, par exemple, des taxes, des catégories de taxes qui seraient réservées aux artistes. C'est une question qui est extrêmement délicate, qui ouvre la porte à toutes sortes de questions et d'enjeux. Mais on a là, pour la première fois, un groupe de travail administratif qui réfléchit à cette question-là en profondeur, et ça, c'est nouveau. Après, quel sera le résultat de l'analyse, je ne le sais pas. Ce sont les experts du service des finances qui s'y penchent, mais ce travail-là est en cours de réalisation. En fait, je comprends peut-être que je laisserai aussi à nos amis de nos ateliers plus
d'exprimer certaines choses. En fait, ce que moi je disais tantôt, c'est pas loin de là, c'est pas l'attaque à la ville, ça c'est sûr et certain. En plus, vous venez d'arriver, donc je veux Je ne pas. l'ai pas pris du tout comme une attaque. Oh, tant mieux, tant mieux. Je suis juste En assez plus, véhémente quand je parle, c'est tout. oh, tant mieux. Non, en plus, vous venez d'arriver, votre administration, elle est toute nouvelle, donc je ne veux pas vous balancer toutes les anciennes politiques qui ont été mal pensées ou mal mises sur votre dos. Mais c'est plus en fait pour dire, je veux prendre un exemple, et puis peut-être que nos amis de nos ateliers ils pourraient rebondir sur cet exemple-là. Moi, en France, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le collectif R. C'est un collectif d'artistes qui est dans la ville de Nantes. Moi, j'habitais dans la ville de Nantes. Et c'est un collectif d'artistes, au fait, qui voulait regrouper à un moment tous les artistes de l'ouest de la Loire-Atlantique. Donc, ils ont eu les aides de la ville, de la région et du département. En gros, ça serait un peu les mêmes les paliers. Ici, ça serait comme la ville de Montréal, le gouvernement provincial et puis le gouvernement fédéral. Et aujourd'hui, ils ont mis en place un système qui s'appelle l'association Bonus, un peu comme nos ateliers, où ils gèrent à peu près 18 ateliers repartis sur 2 sites de la ville. Mais ils ont essayé de mettre ça en place. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté dans le programme politique de la nouvelle mairesse de spécifier que les artistes, que ce soit en danse, en théâtre et ainsi de suite, mais en art visuel, devaient avoir des espaces alloués, une subvention qui est claire et nette pour ces associations qui travaillent, qui structurent les ateliers. En fait, il y a carrément dans la politique culturelle de la ville, qui est bien établie, qui est bien claire, un soutien clair aux artistes. Parce qu'on a compris, comme on disait tantôt, au fait que là où il y a les artistes, les gens se sentent en sécurité. Donc, les gens vont aller vivre autour de ces endroits-là, ils se disent, ben, il y a des artistes. Et ainsi de suite, ça va développer, au-delà des artistes, ça développe l'économie locale, au fait, du lieu auquel se trouvent les artistes. Et je comprends que la ville de Montréal, elle est différente, ce n'est pas les mêmes politiques, c'est juste un exemple que je prends, en fait. Ce n'est pas les mêmes choses. La ville n'a pas aussi, c'est ce que j'ai appris dernièrement, la ville n'a pas aussi tous les droits au niveau de la terre, ce n'est pas le terme que j'allais utiliser, au niveau… le droit foncier. Le droit foncier, voilà, le droit foncier comme ça peut se passer en France, tout ça. Mais je pense qu'ici à Montréal, la ville a quand même un bras droit qu'on peut appeler le Conseil des arts de Montréal, par lequel il peut utiliser cet outil-là avec des structures comme nos ateliers pour réfléchir à une vraie politique culturelle qui viendrait tout justement établir, comme avec nos ateliers, avec les ateliers créatifs, des structures qui aideraient à fixer certains espaces pour les artistes, au fait, à vraiment que ça soit marqué dans une vraie politique culturelle, avec une aide, parce que nos ateliers, ils existent, au fait, mais les artistes, eux, doivent travailler, ils doivent aller demander des subventions. En même temps, en tant qu'artistes, ils doivent gérer une structure qui pérennise l'espace pour lequel les artistes travaillent. Mais si on leur accordait une aide claire et nette, annuelle ou, je ne sais pas, quadriennale, ça c'est à voir, qui leur permette… Parce que en fait, c'est toutes ces questions-là qui, je sais que ce n'est pas seulement du ressort de la ville, au-delà des ateliers, c'est aussi la question pour nous, moi qui suis du RAV au fait, c'est aussi la question de l'économie artistique, la difficulté qu'ont les artistes déjà à vivre en tant qu'artistes. Si on rajoute à ça la difficulté à avoir un lieu de travail, à avoir un lieu à créer, en fait, on rajoute beaucoup de difficultés. Moi, je suis bien fier de dire, parce que maintenant, je suis citoyen canadien, je suis québécois d'adoption, je suis fier de dire que la culture québécoise, mais la culture québécoise, ce n'est pas seulement Netflix, ce n'est pas seulement le cinéma, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les arts visuels. Et qu'est-ce qu'on réfléchit concrètement? Je sais que ça va poser des problèmes parce que les taxes foncières, ce n'est pas seulement les artistes. Il y a, comme vous avez dit tantôt, au fait que ça va poser des problèmes avec d'autres services de la ville. Qu'est-ce que ça vient dans le paysage, des taxes, les entrées de la ville, tout ça, ça va être réfléchi. Mais je pense que la ville gagnerait beaucoup, surtout votre administration gagnerait énormément si elle arrivait avec une vraie politique culturelle concernant les ateliers d'artistes. Vous serez les gagnants et on en parlerait pendant des siècles que vous avez mis en place quelque chose qui est stable, qui va profiter non seulement aux artistes, mais qui va profiter à tout l'écosystème autour de ces ateliers-là. Et puis les ateliers d'artistes, à mon avis, ça évidemment, je ne suis pas de la ville, mais c'est juste, on en parle. À mon avis, il ne s'agit pas seulement d'avoir des ateliers dans un seul quartier. L'idée n'est pas d'avoir une place des arts, des ateliers d'artistes, au fait. Mais c'est d'imaginer Montréal partout. Comment est-ce qu'on pourrait établir… Et je pense que le Conseil des arts de Montréal est vraiment
je ne travaille pas au Conseil des arts de Montréal, mais je regarde un peu les institutions qui sont à Montréal qui peuvent servir la ville, sont vraiment, et vraiment un bras armé que la ville peut utiliser. Et puis, je vais m'arrêter là parce que je... Non, mais très bien. Puis c'est intéressant parce qu'effectivement, on identifie des processus qui sont très, très vastes avec une multitude d'acteurs. Et puis là, la question, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mobiliser le politique d'une part, les artistes aussi dans une action conséquente. Du côté de nos ateliers, vous avez choisi de vous réunir dans ce contexte-là. Dans quelle mesure est-ce que pour vous, ça a participé à renforcer votre position ou est-ce que ça se présente un peu comme un fardeau, ce travail-là d'association? Mais en fait, nous, ça fait 1 an que tout ce qui a été décrit précédemment est travaillé avec la Ville puis avec Atelier créatif. On a tenu notre position de pérennisation des ateliers d'artistes en amenant tous les détails d'une vie d'artiste au quotidien sur la table. Les gens de la Ville ne sont pas des artistes, n'ont pas des ateliers, puis ça, il faut le comprendre. Mais il y a un grand travail pédagogique qui a été fait de notre part pour amener la situation au complet de A à Z sur la table, puis travailler avec eux. Il y a des solutions qui ont été proposées. On n'a pas hésité à dire que ça ne faisait pas l'affaire ou que ce n'était pas suffisant, mais en restant extrêmement positif puis ouvert là-dedans, puis en comprenant aussi la réalité de la Ville de Montréal. Puis, en parallèle, avec le travail qu'on fait sur les modèles à présenter, bien, on est capable aussi d'amener des modèles de l'étranger dans la discussion, quoique la Ville a très, très, très bien fait son travail là-dessus de recherche. Vraiment. On a les mains liées un peu en ce moment parce qu'on ne peut pas discuter du travail qui a été fait dans la dernière année plus que ça. Puis c'est dommage d'un côté parce qu'on aimerait dire... on ne peut pas dire d'autre chose que tout le monde travaille au maximum de ses capacités, puis qu'on en est vraiment fiers, puis qu'on est content de ça. C'est épuisant parce qu'on parle de quelque chose que pour nous, ça va de soi. On est là-dedans tous les jours, mais pour un département de la culture, on l'aurait vraiment ouvert, puis c'est toutes des nouvelles choses qu'ils apprennent, ou plus ou moins. Ça vient vraiment consolider toutes les informations qui arrivaient à gauche puis à droite. Je pense que pour un public élargi qui peut essayer par l'entremise de cette discussion-ci, de cette table ronde, s'informer de la situation, ce serait bien de dire exactement ce qu'il y en est en ce moment. En ce moment, on se retrouve avec la Ville qui est très, très fière de tous ces artistes, qui est très... qui va vraiment de l'avant en disant Montréal, c'est une métropole culturelle et on fait tout pour garder ce statut de métropole culturelle. D'un autre côté, il y a les artistes qui, comme vous le savez, vont revitaliser des quartiers, vont les rendre vraiment accueillants, vont les rendre fantastiques, ils vont s'inclure dans ces quartiers-là, puis ils vont développer ce qu'on appelle une fierté d'être dans un lieu, qui est, selon moi, le plus important, surtout, on le voit des suites de la pandémie, comment ce qui est de plus en plus proche de nous est important. Et ensuite, on a aussi maintenant les développeurs qui disent tout simplement, oui, on vient ici à cause de vous, puis sont prêts à admettre, vous avez revampé le quartier, vous avez rendu le quartier intéressant. Nous, on essaie de faire en sorte que toutes ces personnes-là se parlent et que le développeur qui vient capitaliser sur le fait que les artistes ont revampé un quartier, ils ne vont pas tout simplement tasser les artistes et se construire puis vendre ça à des gens en faisant semblant qu'il y a encore des artistes dans le quartier qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir un avantage à garder ces artistes-là et qui vont pouvoir travailler avec la Ville de façon concrète pour garder ça. C'est sûr que nous, quand on a commencé à regarder les façons de faire, on est allé tout de suite se baser sur des modèles qui existent déjà et ces modèles-là qui existent déjà sont auprès de l'habitation qui est à loyer modique. Donc ça, c'est des gens qui ont fait beaucoup de ce travail-là que nous, on veut faire pour un lieu qu'on appelle atelier d'artistes, mais eux, ils l'ont fait pour leur logement. Mais si on regarde les similitudes entre ces deux types d'approches ou deux types de besoins, en fait,
c'est du pareil au même. Parce que, en plus que les artistes, ils demeurent dans leur quartier dans la majorité des cas. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait des différences? Parce que je veux dire, c'est des questions en ce qui concerne les politiques du logement qui sont discutées depuis longtemps, mais est-ce qu'il y aurait des particularités aux ateliers d'artistes qui seraient intéressantes de soulever? Ben, il faut pas oublier que, disons, si un quartier est gentrifié ou peu importe, ben, qu'il y a des habitations communautaires qui sont construites, les gens vont aller habiter ces habitations communautaires-là. Mhm, mhm. Si un artiste ou un lot d'artistes quitte un quartier, comment est-ce qu'on va pouvoir les faire revenir dans ce quartier-là dans 2 ans, dans 3 ans, quand les nouveaux ateliers d'artistes vont être bâtis pour les mettre là? L'artiste va avoir déménagé sa famille dans un cycle, disons, pas loin de Chabanel, parce qu'il veut garder un axe, il veut garder une qualité de vie, une proximité. Pas parce qu'il veut tout que ce soit beau, puis 45 minutes de métro, c'est trop loin, parce que c'est plus facile, puis on est dans un mode économie d'énergie, économie de temps, pour avoir plus de temps d'être avec sa famille et de créer. C'est vraiment important, cet axe-là, puis ça n'avait pas été assez soulevé avant, puis là, ça l'est de plus en plus. Donc, parce qu'un truc aussi qui est important de mentionner, c'est que les artistes, puis on dit artistes, mais je pense que j'aime mieux utiliser le terme des indépendants de l'innovation culturelle parce que c'est plus inclusif. Mais je pense que toutes ces personnes-là aussi, c'est des gens qu'il ne faut pas oublier. Pour les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui se lèvent le matin et qui paient leur lieu de travail. Donc, c'est des gens que s'ils ne vont pas au travail, ils paient quand même à chaque jour pour ce lieu de travail-là, contrairement à la personne qui se rend au travail et qui va travailler pour une autre personne. Donc, il y a tout aussi un côté assez important dans tout ça qui met une image assez claire là, pour les gens qui nous écoutent. Parce que il ne faut pas oublier aussi que l'artiste n'a pas de statut précis qui le protège. Donc, tu es artiste professionnel, c'est ton choix, c'est ça que tu fais, ça va bien, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'instance particulière qui te protège là-dedans. Fait que t'es vraiment un indépendant professionnel de la culture. Peut-être que je pourrais ajouter, pour la différence entre le logement social, par exemple, et les ateliers, la différence principale, c'est la différence d'usage. Il y en a un qui est un lieu de travail et l'autre est une maison, un lieu d'habitation. Certains artistes font le choix de mélanger les deux. Mon conjoint est aussi artiste, notre atelier, enfin son atelier. Je dis le nôtre parce que ma fille et moi l'envahissons vraiment trop souvent. Je me le suis un peu approprié, mais son atelier est à la maison. C'est vraiment pas tout le monde qui fait ce choix-là. Puis il y a des pratiques qui ne se prêtent pas du tout à une pratique à la maison non plus. Donc, l'atelier devient absolument nécessaire. Donc, l'usage n'est pas le même et c'est la plus grande différence finalement. Là, on parle d'un lieu de production pour une profession, alors que pour les logements, on parle d'un lieu d'habitation. Et ça amène certaines différences réglementaires, entre autres. Oui, très bien. On a parlé d'identité de quartier puis du rôle que jouent les artistes dans ce contexte-là, notamment dans le contexte de quartier qui se transforme dans les dernières années. Puis il y a cette espèce de position paradoxale-là où les artistes sont un peu attirent, mais une fois que le quartier prend vraiment de la valeur, ils sont chassés de là un peu par la force des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que c'est un mécanisme qui est largement hors de contrôle ou il y a des choses qu'on peut faire pour éviter que cette espèce de passation-là se produise? Bien, la force des choses, c'est la force de l'argent, on va le dire. Les artistes ne bougent pas parce que c'est trop gentrifié, parce que c'est trop le fun, le quartier. Ils bougent parce que les loyers augmentent d'année en année, selon un cadre plus ou moins précis, parce que même les organismes qui s'occupent de la gestion de loyers d'artistes sont submergés de frais, de coûts, de n'importe quoi. Puis il y a vraiment une limite à payer pour les artistes. C'est vraiment ça qui les repousse. Ben, en fait, si on fait encore la comparaison avec les habitations à loyer modéré, ben, en fait, la différence aussi, c'est qu'eux, ça fait longtemps qu'ils mènent leur combat. Donc, ils se sont inclus dans les discussions il y a plus longtemps et ils font partie des conditions pour déroger. Donc, quand la ville, comme la façon que ça fonctionne, c'est qu'en fait, si tu veux faire un projet,
et tu veux, par exemple, changer un bâtiment qui est zoné commercial pour le transformer en condo, il va falloir que tu ailles chercher une dérogation. Puis pour avoir cette dérogation-là, il va falloir que tu rencontres certains critères. Donc, il y a des critères comme le verdissement, il y a des critères comme les écoles, les hôpitaux, les habitations abordables. Mais nous, on essaie de faire en sorte qu'avec notre travail, les ateliers deviennent une autre de ces conditions-là. Donc, si les gens comme eux, qui sont des promoteurs immobiliers, veulent conserver des artistes, ben, ils vont avoir des avantages à le faire. On va garder un espace pour les artistes, de la même sorte qu'ils garderaient des espaces pour les personnes qui veulent rester de façon abordable, mais ils vont avoir le droit de déroger au règlement de la ville. Du moins de le considérer. C'est comme ça que tantôt je disais, quand je parlais de volonté politique, parce que si ça devient vraiment une volonté politique d'ajouter les ateliers comme critère, ça permet que des gens qui vont se dire, moi j'ai envie de construire, je ne sais pas moi, 10 000 condos, mais si j'ai des ateliers d'artistes aussi, ça me permet que j'ai tel… En fait, ça permet par exemple d'augmenter la densité. Exactement, ça permet d'augmenter la densité, mais parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus. On sait que c'est une question d'argent et on sait que la ville n'a pas non plus… la ville n'a pas planté d'arbres où elle va aller cueillir de l'argent. On le sait aussi. Ça, on est conscient de ça, au fait. Mais l'idée, c'est tout simplement d'avoir… Moi, des fois, j'ai l'impression c'est comme si on a peur d'afficher et d'affirmer, au fait. Parce que j'ai vu la ville, par exemple, dernièrement, et j'applaudis le travail que vous avez fait concernant les espaces verts dernièrement, de dire de tel endroit, nous allons mettre en place ces espaces verts parce que c'est bon, c'est un bon travail. Mais je me dis, tiens, s'ils pouvaient faire de la même pour faire de même pour les ateliers d'artistes, par exemple, qu'est-ce que ça produirait justement comme effet? Et il faut taper sur le clou. La ville a toutes les meilleures idées du monde, mais il y en a beaucoup. Puis là, comme il y a une urgence depuis trop longtemps, il y a des gens qui se sont mobilisés, il y a les organisations, les regroupements, tout le monde en parle un peu partout, on est là-dessus. La ville le considère fortement, c'est rendu une priorité. On continue à travailler de l'avant, comme le reste. Mais pour revenir à comme factuellement, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est important de revenir au concept d'ateliers créatifs Montréal, qui sont vraiment lourdement affectés par les taxes montréalaises. Et on pose une question, nous, qu'est-ce que la ville va faire s'ils n'ont pas Atelier créatif Montréal? Qu'est-ce que la ville, comment elle va s'identifier à la culture? Comment la ville peut dire, ah oui, on est une métropole culturelle, si cet acteur-là qui est énorme, qui gère si je ne me trompe pas, 300 000 pieds carrés d'ateliers à Montréal dans plusieurs lieux et qui est vraiment sur le bord qui ont beaucoup de difficultés au niveau économique, pour rester assez vague dans mes propos, sans sortir de chiffres. Mais alors, la réponse à ça, c'est malheureux, mais ça passe par les taxes de la ville. Puis si la ville n'embraye pas sur le dossier des taxes, cet organisme-là, qui est vraiment au centre du critère montréalais de métropole culturelle, va devoir trouver des mécènes, des gens qui ont de l'argent à lui offrir parce qu'il croule sous les taxes. Cet organisme-là a beaucoup de problèmes avec les taxes en ce moment. Donc, il faut que la ville embraye sur le dossier des taxes. À chaque discussion qu'on a avec la ville, on le remet sur la table, mais il faut que le travail soit fait aussi. Ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire personnellement. On a affaire à la ville d'offrir de l'aide avec les gens qui nous offrent du pro bono au niveau de la loi et tout, mais il n'y a pas de travail qui est fait, selon nous, encore concret. Et c'est peut-être un peu la seule chose qu'on veut pressuriser, qu'on veut mettre de la pression à la ville, encore une fois. Donc, c'est vraiment notre rôle en ce moment. Puis, ça en est presque ridicule, mais je sais que la ville a toutes de nombreuses bonnes intentions par rapport à tout ça, mais la ville n'a pas d'argent pour backer toutes ces bonnes intentions, comme on dit dans le bon québécois.
Si je peux me permettre, c'est vrai que le budget de la ville, comparé aux deux autres paliers de gouvernement, provincial, fédéral, ça n'a rien à voir, là, on est d'accord. Et que nos capacités à aller chercher des revenus est aussi limitée par la loi sur les cités et villes. Donc, on est aussi soumis à un cadre réglementaire très strict. Ceci dit, ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est une politique complète et exhaustive pour la pérennisation et la vitalité et viabilité des ateliers d'artistes. Donc, on n'est pas juste dans une lecture d'un seul programme de financement. On est vraiment dans une analyse et la rédaction en ce moment d'une politique complète qui inclut des règlements, qui inclut des subventions, qui inclut une réflexion sur les taxes foncières. Je tiens aussi à rassurer sur le fait que cette réflexion-là sur les taxes foncières, elle est en cours. Mais ça demande un travail d'analyse financier extrêmement approfondi et pointu. Et donc, oui, ça prend du temps, mais cette analyse-là, elle se fait en ce moment. Donc, on verra ce que ça donne. Encore une fois, il faut qu'on laisse nos experts au service des finances faire le travail, mais l'analyse est en cours. Et ensuite, un autre élément vraiment important pour nous, c'est toute la notion d'acquisition. On parlait de propriété foncière. Comment on peut outiller les artistes financièrement, mais aussi en termes de ressources, de connaissances pour démultiplier les acquisitions, pour que les ateliers deviennent aussi soit des usufruits ou des espaces qui sont propriété des artistes occupants. D'OBNL culturel, par exemple, ce qui assurait une pérennité toute différente des lieux de création, et ça fait partie de nos préoccupations premières. Donc, ce travail-là est en cours. Je veux aussi souligner l'incroyable travail de nos ateliers et des artistes avec qui on a travaillé, de leur capacité incroyable à nous mettre de la pression au bon moment, de la bonne façon et de ne jamais lâcher prise. C'est drôle à dire, mais c'est extrêmement utile et c'est vraiment apprécié parce que c'est honnêtement comme ça qu'on arrive aussi tous ensemble à faire bouger les choses. Donc, je pense qu'on est dans un moment particulier en ce moment, qu'on a une administration puis des élus qui sont extrêmement préoccupés de la situation, qui veulent que les choses bougent. Puis, on a une mobilisation du milieu culturel qui est aussi extraordinaire avec des artistes qui ont vraiment pris en charge des dossiers qui sont extrêmement difficiles et qui ont choisi de travailler en collaboration, mais une collaboration très, très honnête dans laquelle on se dit franchement les choses, ce qui fait qu'on arrive à passer par-dessus des étapes beaucoup plus rapidement, je pense, que dans d'autres contextes. Alors, j'espère qu'on réussira, mais on est dedans, là, complètement. Vraiment, puis je voudrais dire que c'était pas une attaque, mais vous savez. Je le prends pas comme une attaque. En plein milieu. Oui, je sais. Mais je veux dire que la ville est très... On reste positif, puis on est très optimiste toujours. Puis quand on parle avec la ville, on le voit qu'ils sont pareils comme nous. Puis nous, on n'est pas là pour revendiquer le point tendu. On veut juste faire partie des discussions, puis s'inclure de façon constructive dans les discussions. Puis ça fonctionne. Puis on est sur le bon chemin. Tout le monde ensemble, on a tous le même objectif. Puis je pense que... Mais moi, je remarque juste que nous, on n'a pas été invités dans les discussions. Et pourtant, on est quand même... Le RAV, non? Le RAV était là. Le RAV était là? Oui, le RAV a été là, oui. Voilà, avec nous. Il y a un point pour les gens qui nous écoutent, qui n'étaient pas dans les discussions à huis clos et compagnie, c'est que Jason a parlé d'Atelier créatif qui gère un lot d'ateliers d'artistes, des pieds carrés. Puis, il y a un point qu'on a vraiment tenu à préciser avec la Ville, c'est que tous les artistes ne peuvent pas se former en OBNL et ne peuvent pas devenir gestionnaires de projets d'envergure à long terme parce que ça prend des connaissances particulières, ça prend du temps, puis ça prend du temps. Ça prend surtout du temps, ça prend la tête. Puis, on aimerait ça que les artistes continuent à pouvoir être des artistes avant d'être des gestionnaires, puis à faire monter les échelons politiques et compagnie. Donc, on peut rassurer tout le monde qui nous écoute qu'on a demandé à ce que ce soit entendu, mais que les gens qui ont envie de le faire se regroupent puis commencent à s'outiller là-dedans. Puis nous, on est prêts à les aider à se former aussi parce qu'on continue à répéter que nos ateliers ne feront pas ce travail-là tout le temps. Là. On est là pour être des pédagogues puis aider tout le monde, puis qu'Atelier créatif va continuer à gérer ce qu'il gère, mais que c'est important que les gens se regroupent et que ce ne soit pas que les artistes qui le fassent de leur côté. Qui reste intéressant, positif. Ouais.
constructifs dans leurs apports aux conversations par rapport aux ateliers d'artistes. Parce que c'est pas en se mettant les uns contre les autres qu'on va réussir à faire quelque chose. Je pense que le moment est bon. On a comme une belle conjoncture, puis on a de l'écoute. Alors, pourquoi pas profiter de ce moment-là au lieu de le ruiner? Mm-hmm. Mm-hmm. Mais moi, je pourrais même rajouter à ce que tu dis, au fait que le moment est même très bon, parce qu'on pourrait, avec toute la question de l'après-Covid, pose la question des villes qui auront les villes qui auront des problèmes financiers, tout justement, parce que il y a toute cette question-là. Donc, le moment est, en fait, Montréal est très bon pour penser à un modèle qui serait vraiment montréalais. Il y a des modèles qui existent partout dans le monde qui sont super intéressants, mais je pense que dans ce que moi j'aime ici à Montréal, c'est cette capacité à avoir de différentes visions qui viennent de partout dans le monde et qui fait que quand on va inventer un modèle, ça sera vraiment un modèle montréalais, au fait. Il va être différent, il va être fort, il va être intéressant. Et j'insiste vraiment sur le fait aussi que là, on part de zéro. C'est comme si le monde commençait tout nouveau, là. Ouais, on pourrait penser à ce modèle-là et tout ça. Et c'est vrai que oui, il faut que ça soit constructif, il faut que ça soit intéressant pour tout le monde et il faut soutenir la ville. Et encore une fois, je dis, votre administration, elle est nouvelle. Vous avez vraiment tout, en fait, vous avez tout à faire au fait pour ce projet-là d'atelier d'artistes, au fait, qui serait vraiment, je pense, à mon avis personnel, un legs très intéressant au fait de la part de votre administration. Tout à fait. On est bien d'accord. Bon, je voudrais mentionner que plusieurs personnes prédisent que le commercial au niveau là, de excusez-moi, j'en perds mes mots. Comment on appelle ça? Le centre-ville? Non, l'immobilier. Au niveau de l'immobilier, le commercial commence à prendre vraiment un coup parce que si on regarde puis on pense un petit peu plus loin là, dans ce qui se passe, les gens font de plus en plus de télétravail et les grosses compagnies comme Facebook ont annoncé que les gens vont pouvoir commencer à travailler plus de chez eux. Donc, on se rend compte puis on prédit que tout ce qui est commercial au niveau de l'immobilier va prendre un solide coup. Donc, il va y avoir de moins en moins de business qui vont avoir besoin d'avoir des grands locaux. Donc, on était un peu à la course contre le développement, mais je pense que l'après-COVID va faire en sorte qu'il va y avoir ralentissement et on va pouvoir un peu se remettre à niveau par rapport à ce qui se faisait. Parce que, ouais. Je m'excuse. Donc, c'est ça un peu un peu l'ouverture que je voulais présenter par rapport à l'après-COVID. Mais de quelle façon, je m'excuse, en fait, de quelle façon ça pourrait affecter la situation des ateliers d'artistes en particulier? Ben, c'est parce qu'en fait, les ateliers d'artistes se situent dans les lieux qui sont zonés commerciaux et qui sont zonés industriels légers. Donc, tous ces lieux-là sont appelés dans les dernières années à se vider. Puis concrètement, Montréal, là, c'est tout ce qui est adjacent à la voie ferrée parce que dans le temps, il y avait des manufactures et les gens fabriquaient des choses et ils mettaient sur les trains. Donc ça donne vraiment une belle image de comment sont situés les ateliers d'artistes à Montréal. Mais tous ces lieux-là étaient un peu pourchassés par les gens qui veulent faire du développement pour mettre des Amazon ou Hopper et des choses comme Microsoft. Ça. Et de plus en plus de gens vont travailler de la maison maintenant. Donc, peut-être que cette course-là à occuper ces buildings-là va diminuer dans les prochaines années. C'est ce qu'on prédit au niveau international. Je ne sais pas si Montréal va être affecté de la même façon, mais on l'espère, étant donné la situation que, en fait, on arrivait un petit peu trop tard pour sauver les artistes. Et peut-être que ça va nous donner une petite pause, un petit répit pour pouvoir arriver à notre but de pérenniser les ateliers dans les lieux centres. J'espère que ça répond à votre question, Guillaume. Oui, tout à fait. Puis ça m'amène peut-être à une autre question aussi en ce qui concerne les solutions. On s'en va donc manifestement vers la création d'une politique exhaustive. Vous avez parlé tout à l'heure d'une boîte à outils essentiellement, donc un ensemble de mesures conjuguées. Ça me pose une autre question, à savoir
en ce qui concerne la vitesse de la transformation, parce que là, c'est vrai que la vitesse pourrait changer de transformation, mais il semble y avoir un problème en ce moment qui est lié au fait que la vitesse des gros joueurs dans ce contexte-là est hyper rapide et ça bouge tellement. Je repense à nouveau au Milex, mais ça bouge tellement rapidement qu'on a à peine le temps de voir ce qui s'en vient ou on ne sait pas on ne connaît pas nécessairement les intentions des propriétaires. Là, je pense aux ateliers Belleville, par exemple. Qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Est-ce qu'ils vont faire un tour rapidement? Alors donc, sur cette question-là de la vitesse puis des solutions, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir une politique qui est assez agile? Avec les promoteurs et tout, tout est encore à faire, tu sais. Il y en a plein des solutions. Il y en a plein. On est super créatifs. Tout le monde, tu sais, on est tout le temps capable de se réinventer, de se relocaliser, de parler avec les bonnes personnes, mais on revient toujours au prix au pied carré d'un loyer d'atelier d'artiste. Puis tout le monde n'est pas prêt à acheter son building ou bien tout le monde n'est pas nécessairement capable ou outillé d'aller présenter une demande à la banque pour acheter son atelier, peu importe. Fait qu'on revient toujours à l'argent. On revient toujours à l'argent, on revient toujours aux taxes. Si on veut s'établir dans un endroit qui n'est pas cher, combien de temps on reste là? T'sais, en ce moment, on est à 12 $ le pied carré en moyenne sur le territoire montréalais, quand idéalement, on sera à 8. Mais là, il faut qu'on se regarde de se rendre à 12. Il faut que l'artiste au quotidien soit capable de payer son 12 $ le pied carré avec les difficultés de ce milieu-là. Puis tout le monde n'est pas... tout le monde ne vend pas une œuvre par semaine non plus. Là. Puis tout le monde même si tu vends une œuvre par semaine, tu ne fais pas 100% d'argent sur cette œuvre-là. En général, tu as 40 à 60% de dépenses quand tu crées ton œuvre. Fait qu'on est... Le budget descend rapidement, là. Puis pour mettre un petit peu plus de contexte encore, il y a plusieurs artistes qui sont assez volatiles dans leur pratique, qui vont être appelés à faire une résidence pendant 1 an à l'étranger, qui n'auront plus besoin d'atelier tout d'un coup. Donc, moi, ma pratique personnellement, puis je n'aime pas particulièrement me prendre en exemple, mais je pense que ça fait partie des choses pourquoi je suis ici présent, puis je me suis aussi inclus dans cette discussion-là. C'est que j'ai longtemps fait majoritairement de la sérigraphie, puis c'est lourd d'installation. Donc, les arts d'impression, c'est beaucoup d'installation. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que moi, bouger mon atelier, ça représente beaucoup de coûts et beaucoup de travail au niveau de la réinstallation à chaque fois. Donc, je pense pour ça que... Sauf qu'il y a plusieurs... La contrepartie, c'est qu'il y a plusieurs autres artistes que eux sont assez mobiles, sont capables de changer d'ici une semaine, dire « OK, bon, on change d'atelier, parfait, go, ça va faire du bien, ça va être intéressant, ça va faire partie de ma pratique, je vais l'inclure dans ma pratique, puis dans les concepts que je vais créer. » Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde non plus. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est difficile de juger du parcours des gens. Puis, en Ouais, plus, les pardon, artistes excuse-moi, vas-y. n'ont pas de statut particulier. C'est pas considéré comme étant un emploi au même titre qu'un avocat ou une personne qui travaille à la ville. Ou, ça rend ça encore plus difficile pour moi. Avec des niveaux de professionnalisation qui varient aussi. Peut-être de votre côté, à l'association, j'imagine qu'il y a aussi toute cette variété-là d'expériences qui vous affecte. En fait, moi, j'allais dire en fait que la vie, en termes de solutions, comme tantôt tu disais, Guillaume, tu sais, la ville, des fois, ou bien les gouvernements, ils mettent des incitatifs pour pouvoir attirer des gens, en fait. On pourrait s'inspirer aussi de cette façon de faire, parce que la ville veut attirer, par exemple, en fait, pas la ville, le gouvernement provincial veut attirer tous les gens du milieu du jeu vidéo, par exemple. Ils vont mettre un incitatif pour les attirer. On veut attirer Netflix, le grand géant dont tout le monde parle. On va mettre un incitatif pour l'attirer. Je sais que la ville n'a pas les mêmes budgets que le gouvernement provincial, mais au niveau de la ville, il y a forcément aussi des incitatifs qui sont mis en place pour d'autres secteurs. Et tantôt, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom encore. Moi? Oui, excuse-moi, pardon. C'est... Jason tantôt disait, en fait, du coup, j'ai perdu le...
en termes de règles, faire des ateliers un peu comme en s'inspirant des résidences à moyens modiques, au fait. Il pourrait y avoir un vrai travail au niveau de la ville, et je comprends, c'est un travail, ils sont en discussion, ils sont en train d'y penser, mais d'incitatif pour toutes ces personnes qui construisent des condos, toutes ces personnes qui veulent faire évoluer des quartiers. En fait, s'il y a vraiment un incitatif qui est clair, qui est bien établi avec des règles qui permettent, je pense que ça va stabiliser au fait les ateliers d'artistes. Ça va pousser à ce qu'il y ait, peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, l'économie qui se crée autour des ateliers d'artistes, parce que les artistes qui vont travailler, ben, ils ont envie de manger. Il y a des restaurants qui sont, il y a des restaurants qui sont à côté, il y a des choses qui se font, il y a des collectionneurs qui viennent voir ces artistes. Il y a plein de choses qui sont un peu comme dites des économies parallèles qui existent autour de ces ateliers, avec les incitatifs qui peuvent être mis en place, pourraient solutionner, à mon avis, peut-être que je me trompe, que cette problématique d'atelier, au fait, devienne quelque chose de stable. Mais ça a été beaucoup discuté que le propriétaire n'est pas le démon. Là. Ça en prend des propriétaires, puis les propriétaires viennent de partout, puis c'est ça qu'ils font dans la vie. Donc, oui, l'incitatif au propriétaire autant que pour l'artiste, pour que tout se fasse en œuvre, mais oui, ça prend l'autorité de la ville ou du gouvernement quelque part. Puis c'est probablement, si je savais quelque chose là-dessus, qui serait en train de travailler. Je pense que ça serait intéressant de parler, peut-être d'une petite ouverture à la discussion, puisque je pense qu'on mène à notre fin. Je pense que ça serait intéressant de se demander ensemble pourquoi les artistes ont besoin d'un lieu qui est si peu cher pour pratiquer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont, est-ce que ça serait pas parce qu'ils n'ont pas de statut, justement, parce qu'ils ne sont pas considérés comme ayant un emploi, qu'est-ce que leur emploi, vraiment, en est un, qui n'ont pas de statut comme étant vraiment des artistes, puis que c'est aussi reconnu qu'un avocat ou qu'un autre métier. Est-ce que, justement, le fait qu'on parle toujours d'activités de subsistance, puis de gens qui vont travailler ailleurs, qui sont artistes la fin de semaine, qui vont essayer d'avoir vraiment une activité économique, qui vont payer leur activité artistique. Le problème est peut-être, selon vous, est-ce que vous pensez que le problème serait peut-être pas là, justement? Merci à vous tous. Et puis, bonne fin de panel. Je vais aller vaquer à mes responsabilités de maman. À bientôt, Marie-Josée. À bientôt. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Jason ouvrait une question intéressante là, sur le statut d'artiste. Je ne sais pas si on voulait répondre. C'est ce que je disais, en fait, ben là, le Covid a fait que finalement, on n'a pas déposé notre mémoire pour le statut d'artiste parce que normalement, le gouvernement a lancé tout simplement un appel pour tout simplement revoir le statut d'artiste. Et la question de statut d'artiste, depuis que moi, je suis au RAV, on en parle beaucoup. Mais c'est un peu comme avec les ateliers d'artistes avec la ville. C'est toujours la question de l'argent. Parce qu'on a les diffuseurs, on a les artistes, et les diffuseurs nous disent à chaque fois qu'on se rencontre, nous, on n'a pas l'argent pour payer les artistes. Il faut que le gouvernement nous donne des subventions. Mais nous, on dit, nous, les artistes, si vous ne nous payez pas, ben, on ne peut pas travailler gratuitement. Et encore une fois, on revient, c'est comme je disais au début, que la volonté politique, elle change beaucoup de choses. Parce qu'on est dans une cité, et c'est le politique qui joue un rôle aussi. Oui, on joue un rôle en tant que citoyen, mais le politique joue un rôle aussi important. Là, si on revoit le statut, aujourd'hui, les artistes, si je prends les exemples des artistes de l'UDA, par exemple, ceux qui sont dans le cinéma et ainsi de suite, ils peuvent négocier leurs droits facilement avec le diffuseur. Ils ont le droit d'imposer les prix et ainsi de suite. Je sais que les musées, les institutions, les galeries d'art sont importants pour les artistes. En fait, nous, on ne demande pas qu'on puisse toucher des millions de dollars quand on expose. On demande au moins d'avoir le strict minimum qui est rassuré pour qu'on puisse décemment vivre en tant qu'artiste. Donc, ça devient toujours cette même question. On en revient toujours à la même question. Dès qu'on parle de statut d'artiste, on nous dit il faut de l'argent. Parce que si un musée doit payer les droits ou un centre d'artistes doit payer les droits d'auteur à un artiste convenablement, il faut qu'il y ait des subventions. S'il faut qu'il y ait des subventions, le gouvernement va dire je n'ai pas d'argent pour augmenter vos subventions. Donc, finalement, nous, c'est encore nous, une fois, qui sommes perdants. Mais c'est peut-être un peu à l'envers parce que tu dis que
les musées, les galeries, les organismes sont importants pour les artistes, mais en fait, c'est les artistes qui sont importants pour les organismes parce que sans artistes, il n'y a pas d'organisme. On est important chacun de nous, en fait. Oui, C'est-à-dire, oui, oui, voilà. c'est vrai, mais sans artistes, il n'y a pas d'art. S'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de musée. Ah, On je suis s'entend d'accord là-dessus. avec toi à 100%. Puis après, les organismes sont importants pour le rayonnement de la métropole et tout. Donc, tout est dans tout. Il faut que tout le monde s'aide. Mais c'est encore les artistes qui écopent. Et je suis d'accord avec toi à 100%. À chaque fois que j'ai été dans une rencontre, on m'a toujours dit à la fin de la rencontre, on n'a pas d'argent. Et à chaque fois, je dis, oui, je veux bien que vous disiez la culture québécoise. On doit protéger la culture québécoise. Mais je répète, j'ai rien contre le cinéma. Mais la culture, ce n'est pas seulement le cinéma. La culture, ce n'est pas seulement la musique. Et ça, je le répète pour toutes les personnes qui vont nous suivre parce que c'est important de le comprendre. Là, aujourd'hui, on a tout justement, la ministre de la Culture a parlé de l'aide que le ministère va donner tout justement au milieu de la culture. Moi, je dirais au milieu du cinéma. Ouais. Et encore une fois, exactement, en fait, du coup, ça crée au fait des différences et les artistes, toujours dans chaque problématique au niveau de la culture, les artistes en art visuel écopent énormément. Parce qu'on est toujours les derniers, en fait. Et c'est vraiment on est important. Comme je suis d'accord avec toi à 100%, si on n'est pas là, les musées ne vont servir à rien. Les centres d'artistes, est-ce qu'ils vont juste exposer des artistes qui datent de 1800, 2400? Non. On est important parce qu'on apporte aussi, comme les philosophes, les écrivains, une réflexion à la société. Mais ça, on ne peut pas le faire gratuitement. Ouais, sache qu'à la Ville, au cours de nos rencontres avec les autres instances, on a beaucoup insisté pour que la problématique ne vise pas que les artistes visuels, mais aussi tous les autres membres de ces milieux-là artistiques, comme les danseurs, qui ont besoin d'un lieu de travail professionnel. Puis au début, il y avait beaucoup de réticence parce qu'ils voulaient s'attaquer à un pan, puis un autre à la suite. Puis on a dit non, c'est tout le monde. Sinon, on ne trouvera plus le bout parce qu'un artiste visuel peut aussi être danseur professionnel, puis il ne faut pas qu'il choisisse entre les deux. Il faut qu'il soit capable de travailler, point. C'est ce que je suis d'accord avec toi, mais j'ai rebondi. Excuse-moi, Jason, pardon. Quand je disais qu'on ne peut pas juger le parcours des gens, par exemple, il y a des gens qui vont avoir un atelier, puis ils vont faire peut-être, mettons, de l'ébénisterie sur le side pour pouvoir nourrir leur pratique, mais être toujours proche de leurs œuvres. Est-ce que ces personnes-là qui font un petit peu d'ébénisterie au début pour ensuite s'enligner tranquillement pour faire que des œuvres à eux, mais ils vont être brimés au départ puis ils ne pourront pas avoir ce statut d'artiste-là à cause que leur activité de subsistance vient un peu miner leur parcours? Mais en fait, moi, j'ai beaucoup insisté sur les arts visuels, comme tout justement, on était beaucoup dans la question des arts visuels. Mais je suis avec toi à 100% d'accord sur cette question que la danse, le théâtre. Et là, je vais rebondir sur une autre question. Les artistes issus de la diversité. Pour tous les artistes en général, c'est difficile. Mais pour quelqu'un qui immigre, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'immigrer, j'ai eu la chance de le faire différemment. Mais pour ces artistes-là que j'ai essayé de voir, par exemple, quand on immigre, la première question, on ne va pas aller payer un atelier qui coûte cher. Pendant qu'on a immigré avec sa famille, on doit nourrir sa famille. Je dis, ce n'est pas juste eux, en fait, qui en mettent. Les artistes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, connaissent un peu le milieu que ceux qui arrivent ne connaissent pas. Donc, ça rajoute une autre problématique à ces artistes-là. Et ça, ce n'est pas juste pour les arts visuels, c'est la danse, le théâtre, le spectacle vivant. Et c'est comme ça que tantôt, je disais qu'une vraie politique culturelle, avec des règles précises, avec des incitatifs pour le milieu des affaires, ça permettrait tout justement qu'on puisse avoir des ateliers, on puisse avoir des espaces qui sont pérennes, en fait, qui ne changent pas tout le temps. Et si ça change, c'est parce qu'il y a une volonté des artistes de se dire, j'ai envie de changer d'espace. Mais ils ne changent pas d'espace parce qu'ils se disent, mais je ne peux plus payer ici, c'est devenu très cher, c'est impossible pour moi et je ne peux plus… Moi, j'ai fait le choix de travailler chez moi à la maison, c'est aussi à cause un peu, je ne pouvais pas payer un atelier. Mais avec le travail que je fais, j'ai beaucoup fait d'installation avant, mais quand je suis arrivé, je suis venu vivre ici, j'ai décidé de ne plus faire vraiment d'installation parce que je ne pouvais pas avoir toutes mes œuvres ici. Là, actuellement, là où j'habitais en France, par exemple, ma famille d'accueil m'a dit, il faut que tu récupères tes œuvres. Donc, maintenant, toutes mes expos à l'étranger, c'était des installations.
et je veux pas vous le montrer, mais mes œuvres reviennent ici à Montréal. Je les ai stockées ici chez moi parce que j'ai pas d'espace, j'ai pas d'atelier. Donc, c'est vraiment un réel problème. Et je suis d'accord avec vous à 100% que la question du statut d'artiste, c'est aussi une question politique. Tant qu'on va toujours être… Parce que quand on regarde dans la loi, nous, on fait partie d'une autre loi et les artistes en cinéma font partie d'une autre loi. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Et je comprends les espaces de diffusion qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. Je suis tout à fait d'accord, mais mon impression personnelle, c'est que quand on va dans les discussions, on nous dit simplement on n'a pas d'argent. C'est comme si je veux pas, c'est pas un attaque que je fais, mais c'est vraiment, j'ai du mal des fois à discuter avec certaines personnes parce que je me dis mais c'est comme s'ils ne comprennent pas que s'ils n'arrangent pas cette question du statut de l'artiste, c'est pas on leur demande pas de l'offrande ou de l'aumône plutôt, mais c'est vraiment mettre des règles qui nous permettent nous en tant que créateurs de bénéficier de notre création. Mais c'est vraiment culturel le problème. Parce que même des banques vont nous demander de faire des œuvres ou de faire des vidéos représentant notre travail, puis en disant « Ah, tu es un artiste qui vit de ton travail, on va te mettre de l'avant dans une vidéo, puis on va montrer comment c'est possible de vivre de son art. » Et ensuite, on leur demande « Est-ce qu'il y a un cachet pour la vidéo? » Il dit « Ben, le cachet, c'est la visibilité. » Mais sauf que si tu vas demander à une banque, tu peux me prêter de l'argent pour acheter une maison, je veux te mettre en visibilité, la banque ne va pas te dire oui. Non. C'est ça. Il m'est même arrivé lors d'une rencontre de donner l'exemple. Ça, c'est imagé. C'est la plus grosse image. C'est une banque, c'est elle qui a tout notre argent. Puis elle nous demande de faire des trucs gratuitement pour démontrer qu'on vit de notre art. Il m'est même arrivé lors d'une discussion, je donne un exemple, de dire à la dame qui était dans la discussion, parce qu'on parlait du statut d'artiste dans différentes rencontres, de lui dire, mais votre iPhone, vous l'avez payé. Est-ce que vous pensez que si vous allez chez Apple, on vous dit, donnez-moi votre iPhone parce que vous allez avoir de la visibilité, Apple va vous donner un iPhone gratuitement? Non, j'ai dit, ben alors pourquoi nous, les artistes, on doit… Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a quand même ici à Montréal le milieu d'affaires. Il y a de plus en plus qui essayent de faire des choses importantes pour les salles. Il faut quand même aussi le soutenir. Je vois, il y a des cabinets d'avocats. En fait, il y a quand même pas mal de gens où il y a des collectionneurs qui reconnaissent quand même l'importance des artistes en art visuel ou d'autres artistes dans le milieu culturel et qui, par leurs moyens, ils aident au fait. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls si celui qui est censé gérer la cité, en fait, le politique, ne vient pas tout justement appuyer avec des règlements forts, avec une politique qui est claire pour soutenir. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'imaginer que de penser à une politique où la mobilité dans l'espace est vraiment du ressort de l'artiste, des artistes ou des créateurs finalement. C'est-à-dire qu'ils aient plus de pouvoir sur ce plan-là. Je pense que c'est une perspective assez intéressante pour aborder la question. On a un travail de longue haleine à faire pour le statut des artistes en général. Mais il faut aussi savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à le faire pour moins cher que nous. Mais c'est comme ça que je vous demanderais de venir au RAV parce que moi, je m'en vais. Il faut venir vous battre pour le statut des artistes au RAV. On est au RAV. On est au RAV. Non, au CIR. Depuis vous êtes au RAV. Il faut venir prendre la place au conseil d'administration. Non, je sais que vous êtes au RAV. C'est parce que c'est ma création est plus importante aussi à un certain point que toutes mes batailles politiques. On essaie de faire vraiment notre part pour nos ateliers. On est vraiment content de voir que le RAV fait un travail pour le statut des artistes. Je pense que c'est ça, c'est en se répartissant les tâches de façon honnête et judicieuse qu'on va arriver à… Oui, je suis d'accord avec vous. Pour ce qu'on peut faire. Parce que c'est vraiment bénévole, nos ateliers. Puis on va être honnête, on a pensé souvent à faire autre chose, soit notre vie quotidienne et notre travail. Et nos deux enfants. Et nos deux enfants. Mais c'est surtout, c'est trop important. L'oreille est là, le travail est fait. On serait vraiment mal de juste s'en aller puis de les laisser se démerder avec ça quand dans le fond, on a l'information, on a l'expérience, puis on a l'oreille de tous les milieux en même temps. Donc, c'est un travail… Puis on est optimiste. On est optimiste. Bon, alors, merci beaucoup pour votre travail. Malheureusement, on n'a plus d'argent, alors il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter maintenant.
Donc, merci. Et puis... Toi, ça m'a fait plaisir de te parler, Guillaume. Je vais te voir circuler souvent. Ouais. Moi, de même. Moi, ça m'a fait plaisir de vous voir parce que j'ai regardé le nom, j'ai vu que vous étiez membre au RAV. Moi, je vous vois en vrai parce que je ne vois pas tous les 1000 et quelques membres du RAV tout le temps. Donc, là, ça fait comme plaisir de vous connaître aussi et puis de... Ben, également, c'est ce que j'allais dire.